Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Céline Letellier, psychopraticienne en approche systémique. J'accompagne les individus, les couples et les familles à retrouver de l'harmonie, de la sérénité au sein de leurs relations. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un petit peu plus précis, celui plutôt de la crise familiale et comment la systémie regarde cet événement qui peut advenir dans beaucoup de familles finalement, des moments de vie où il y a des difficultés rencontrées par un des membres de la famille ou par l'ensemble de la famille. Je pense à des deuils, je pense à des ruptures, je pense à des choses qui arrivent comme ça et qui font que ça soulève des problématiques et notamment des conflits relationnels autour de la communication, autour de plein de choses qui peuvent aussi remonter à la surface dans ces moments-là. Donc aujourd'hui, on va parler de cette thématique et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite tout de suite à le faire puisque je partage toutes les semaines une vidéo sur la thérapie, enfin, avec une approche systémique, plein de thématiques abordées, que ce soit le couple, la relation, la famille, les conflits que l'on peut rencontrer du coup en couple ou en famille. Donc, on commence tout de suite avec la petite introduction. Une crise familiale, ça ne ressemble jamais à un simple problème isolé. C'est de toute façon ce que met en avant l'approche systémique, hein, c'est qu'on est tous en interaction et donc on s'influence tous les uns les autres. C'est pour ça qu'on ne regarde pas un individu de façon isolée, mais de manière beaucoup plus globale, en regardant tous les acteurs en fait qui font partie de ces interactions au quotidien. Et donc, c'est souvent une explosion qui arrive quand une crise arrive, avec des disputes à répétition, des silences parfois, des choses qui ne sont pas dites, des incompréhensions, le sentiment de se trouver face à une impasse, de ne pas trouver du coup la solution à la problématique rencontrée. Et parfois, on va venir se demander, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et aujourd'hui, justement, j'aimerais parler de ça. Qu'est-ce qui nous arrive et comment faire face à ces crises? Donc, je me suis pris quelques notes, comme d'habitude. Donc, pour ne pas perdre le fil, donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un autre regard sur les crises familiales, l'approche systémique, et donc c'est une approche qui va regarder justement l'ensemble des interactions, l'ensemble du système familial et son fonctionnement, et comment ça fonctionne bien par endroits, mais aussi comment ça dysfonctionne à d'autres. Et dans cette vidéo, on va donc voir plusieurs points. D'abord, ce qu'est une crise familiale d'un point de vue systémique, pourquoi le symptôme aussi n'est pas vraiment le problème, et qu'est-ce qui vient révéler de quelque chose de plus profond dans la dynamique familiale, et ensuite pourquoi et surtout comment agir après concrètement quand la famille traverse une tempête. Donc, si vous vivez une crise familiale en ce moment, cette vidéo elle est faite pour vous. Si vous êtes aussi un thérapeute ou quelqu'un qui accompagne les familles, elle est faite aussi pour vous. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Première partie, l'idée ça va être de comprendre la crise, la comprendre autrement que ce qu'on peut en comprendre finalement quand on n'a pas cet outil systémique. Donc, en approche systémique, la famille, elle est vue comme un système vivant. Donc, chaque membre influence les autres, consciemment ou non. Ça, c'est un aspect très fondamental parce qu'on verra que il y a un aspect inconscient dans ce qui se joue dans les interactions au sein d'une famille. Et ça peut jouer énormément parce que du coup, il se passe des choses malgré soi et pourtant, on est acteur, actrice dans ce qui se passe. Donc, remettre en lumière aussi ces dynamiques-là, ça peut être le sujet de la thérapie familiale. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que rien ne se passe tout seul. Contrairement à l'approche psychologique classique, notamment la clinique avec la psychanalyse, dont certains d'entre vous connaissent certainement le nom, où on a l'image comme ça d'un seul individu assis sur un canapé, voire allongé sur un divan, et qui raconte sa vie et ses émotions et ses pensées à un thérapeute. Là, on vient vraiment travailler, non pas sur la psyché individuelle, mais plutôt sur, on pourrait dire, une forme de psyché collective, c'est-à-dire comment l'ensemble des membres d'une famille va faire famille, va interagir, va faire en sorte que justement ça fonctionne par endroits et parfois ça fonctionne moins bien.
Et du coup, on va venir questionner tout ça. Donc la crise, en premier point, c'est pas une panne, c'est vraiment un signal. Si on voit l'image un peu d'une voiture, il y aura un clignotant comme ça qui viendrait se mettre sur le tableau de bord de la voiture et ça vient nous signaler qu'il y a quelque chose qui est déréglé. Et donc, c'est pas quelque chose à voir comme étant un échec, mais plutôt comme signal de déséquilibre, où finalement le système familial, il va être en train d'essayer de s'adapter à un changement, mais il va pas y arriver correctement, et donc il va rester accroché parfois à des anciens fonctionnements. On va pouvoir prendre quelques exemples ici. Donc, par exemple, un adolescent, ou justement un adolescent en crise d'adolescence qui va se mettre à fonctionner d'une manière différente de d'habitude parce que émotionnellement c'est plus compliqué, parce qu'il a besoin de s'affirmer et donc il va pas bien, il exprime son mal-être à sa manière et c'est pas toujours bien perçu, bien reçu, bien compris des autres membres de la famille et du coup ça vient faire symptôme, ça vient rentrer un peu comme en collision avec le système et on va avoir du mal à se réguler, à se réadapter à cet événement en fait qui vient arriver. Ensuite, on peut aussi parler du couple parental qui est en conflit. Là, c'est vraiment des exemples que je vous donne sur la manière d'éduquer les enfants, des choses qui vont revenir très régulièrement au sein des conversations sur la façon de fonctionner de l'un et de l'autre et comment finalement 2 systèmes familiaux à la base aussi différents viennent se rencontrer dans le couple parental parce que ces 2 personnes ont eux-mêmes évolué, grandi avec un système familial euh, qui leur est propre et qui est différencié par rapport au système familial de l'autre. Et donc ça va être aussi cette rencontre-là qui parfois va entrer en conflit. Il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre des événements un peu soudains, comme une maladie, un deuil, un déménagement, une recomposition familiale. Donc ça, c'est souvent des événements qui viennent aussi pas mal faire bouger les choses dans la famille. C'est pas toujours évident à chacun de retrouver sa place, retrouver son rôle, et ça peut faire conflit et ça peut faire crise aussi. Et donc, on voit bien là que la crise apparaît quand les règles implicites de la famille, euh, elles ne fonctionnent plus pour diverses raisons, hein, comme je viens de vous l'expliquer là, peu importe ce qu'est l'événement qui va déclencher cette crise, il y a quelque chose qui fait que, ok, on fonctionnait de cette manière-là jusqu'à présent, mais maintenant on peut plus fonctionner comme ça parce qu'il y a des choses qui ont changé. Et donc il va falloir s'adapter à ces nouvelles choses. En tout cas pendant un temps. Donc, en deuxième point, il y a aussi cette idée que donc le symptôme n'est pas le problème. Ça, c'est un aspect très important de la thérapie systémique, c'est qu'on va pas accentuer vraiment, focaliser sur le problème, mais ce qui vient révéler du fonctionnement familial. Donc, c'est vraiment pas aller cibler la personne sur laquelle se manifeste le problème, même si parfois c'est pas tout à fait sur une personne, mais c'est plus diffus, c'est plus dans un conflit un petit peu qui a lieu au sein de la famille, mais vraiment regarder la relation. Quelle est la qualité de la relation? Qu'est-ce qui fait que ça relationne pas correctement ou pas de manière satisfaisante, tout simplement. Donc, on va regarder finalement celui qui crie, qui se replie, qui fait des bêtises, comme la personne qui va somatiser une problématique plus globale qui concerne vraiment l'ensemble des membres de la famille, l'ensemble du système. Et on va regarder ça comme finalement, comme ce symptôme étant comme le porte-parole du malaise familial. Et ça va vraiment tout changer et ça va vraiment permettre de changer la dynamique de façon durable parce que si on arrête de chercher un coupable unique, on peut vraiment commencer à chercher le sens de ce qui se passe et le sens de ce que ça révèle aussi et de ce besoin peut-être euh, de mettre du mouvement, de mettre de la vie là où il y en avait peut-être plus, hein. Parfois les crises familiales, c'est aussi là pour ça. En deuxième partie, on va parler des mécanismes invisibles à l'œuvre qui sont assez nombreux et qu'on va aussi questionner grâce à ces outils systémiques. Donc le premier outil étant celui des boucles relationnelles. Donc dans une crise familiale, on retrouve souvent des boucles répétitives, ça doit peut-être vous parler, vous avez l'impression de toujours répéter les mêmes façons de fonctionner, les mêmes schémas. Et donc ces boucles-là,
Elle s'active d'autant plus justement quand il y a conflit, quand il y a crise, parce qu'on cherche à se raccrocher à un fonctionnement qu'on connaît. Et donc l'idée, par exemple, c'est que on va remarquer que plus l'un, je vais vous donner quelques exemples là, plus l'un va chercher à contrôler, plus l'autre va se rebeller en réponse à cette manière de fonctionner. Ou encore, plus l'un va se retirer, va être en retrait, va se taire, plus l'autre va s'énerver, va chercher le conflit, va chercher à être en relation avec l'autre. Il y a aussi le fait de plus on va chercher à aider, plus l'autre finalement va se victimiser, va s'enfoncer et on voit bien que dans ces boucles relationnelles, elles ont tendance à, se renforcer puisque, la manière de fonctionner de l'un va renforcer la manière de fonctionner de l'autre et donc c'est souvent comme ça qu'on arrive à une sorte d'escalade qu'on appelle symétrique en systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je fais en sorte que, je réponde toujours finalement au comportement de l'autre et comme l'autre est incité à continuer avec la façon dont j'y réponds, hein, comme dans un conflit, finalement c'est à celui qui criera le plus fort, par exemple, eh bien on n'en sort pas parce qu'il n'y a pas de résolution possible. Donc, c'est souvent du coup dans ce genre de conflit, répétitif qu'on se rend compte qu'on est dans une sorte de boucle qui se un serpent qui se mord la queue, hein, finalement, où finalement on se dit toujours que si l'autre changeait, ça irait mieux. On regarde pas forcément, en soi ce qu'on pourrait changer pour que ça aille mieux, parce qu'on est enfermé aussi dans nos propres fonctionnements. Et en réalité, on se rend compte que tout le monde va participer à cette danse, même sans le savoir. Donc c'est ce que je viens de vous dire avec les petits exemples. Deuxième point aussi assez pertinent à aller regarder, ça va être les loyautés et les places. Donc une crise peut aussi révéler des loyautés invisibles. Donc qu'est-ce que les loyautés invisibles? C'est-à-dire que par exemple, on peut, être loyal à une façon de fonctionner, de, la famille, de sa mère, de son père, même de ses ancêtres. Par exemple, ça peut être aussi dans le mythe familial, où, il est dit que, tout le monde, doit être, je vais dire un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un exemple. Tout le monde sourit dans la famille, tout le monde est heureux, l'ambiance est toujours joviale, donc il y aurait un peu cette injonction à ne jamais être triste. Et donc du coup, on est loyal à cette façon de fonctionner, malgré le fait que ça ne nous convienne pas forcément, puisque c'est pas forcément pertinent d'un point de vue individuel, hein, par exemple de devoir réprimer sa tristesse. Et pourtant, on reste loyal parce que c'est une façon de s'ancrer dans la famille, de se sentir appartenir à cette famille. C'est comme ça qu'on croit devoir se comporter. Ça peut être tout à fait inconscient, implicite, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est dit explicitement, mais c'était pour vous donner un exemple. Ensuite, il y a aussi les rôles, des rôles qui restent figés. Par exemple, c'est toujours les mêmes personnes qui fonctionnent de cette façon-là, qui font certaines choses dans la maison, au sein de la famille. On va aussi mettre un petit peu, ça c'est très humain hein, aussi, mettre des étiquettes à certains membres. Alors lui, c'est celui qui est brillant à l'école, elle, c'est celle qui dit jamais rien. Et donc du coup, voilà, on est comme enfermé après dans des étiquettes qu'on nous a collées à un moment donné ou qu'on croit encore devoir, euh, comment dire, un rôle qu'on croit devoir tenir aussi, hein. C'est pas toujours très explicite tout ça. C'est vraiment des dynamiques à questionner. Ensuite, il y a les places qui ne sont plus adaptées, notamment par exemple quand il y a un nouveau membre qui arrive dans la famille, une naissance ou un décès, ou justement pendant la période du passage de l'enfance à l'adolescence. Il y a tout un tas de choses qui bougent perpétuellement, hein, les rôles et les places de chacun, mais qui sont pas forcément toujours accueillis de manière fluide par tous les membres dans ces changements qui sont aussi inhérents à l'individu, hein. On va quand même regarder toujours un petit peu aussi ce qui se passe d'un point de vue individuel. Donc en exemple, l'enfant devenu confident du parent, ça prend la référence aussi de la parentification, pardon, j'allais dire la parentalité, mais c'est pas ça, c'est bien le phénomène de parentification. C'est finalement un enfant qui va être amené à avoir un rôle de responsabilité au sein de la famille, qui va prendre sur lui plus facilement, à qui on va donner des tâches qui sont pas forcément très adaptées à son âge, pour pallier à une problématique rencontrée par un parent, par exemple.
Il y a aussi le parent qui n'ose plus poser de cadre à son enfant, les couples qui sont le couple aussi qui est mis de côté, au profit, du rôle de parent, donc des enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment souvent et c'est des choses que j'accompagne aussi. Cette question de comment continuer à faire vivre le couple malgré le fait que l'enfant arrive. Ça, c'est quelque chose aussi de pertinent à aller regarder parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont du mal à, trouver la place justement du couple et du rôle de parent dans la famille parce que ça demande tellement d'énergie de devenir parent. Je sais ce que c'est. Donc tant que ces places ne sont pas questionnées, la crise elle va persister. Donc on va toujours questionner les rôles, les places de chacun. Et si ça vous dit aussi, je vous invite à prendre votre place, votre bilan relationnel. Le lien est sous la vidéo. Vous avez l'opportunité pendant une quinzaine de minutes avec moi de m'exposer la problématique que vous rencontrez aujourd'hui dans votre famille, qu'est-ce qui fait souffrance, qu'est-ce qui fait crise, et on aura l'occasion d'en échanger, d'en discuter et de vous donner déjà des pistes d'exploration pour arriver à une amélioration, si ce n'est une résolution de ce que vous rencontrez en termes de problèmes. Donc on continue tout de suite avec la troisième partie, comment faire face concrètement à une crise familiale. Donc là je vais tâcher de vous donner quelques pistes d'exploration. Donc déjà, dans un premier temps, il va être important de changer de point de vue. Le premier pas à faire, c'est vraiment remplacer la manière d'isoler le problème en un regard qui intègre vraiment l'ensemble des membres de la famille. Et enfin, on va venir se questionner à quoi cette crise essaie-t-elle de répondre. Et souvent, en se posant cette question-là, il va y avoir peut-être des choses qui vont émerger d'un problème un peu plus latent qui était là et qu'on voyait pas forcément et qui, bah voilà, au fil du temps, fait que bah, ce plus gros problème arrive et là, par contre, ça fait vraiment crise pour tout le monde. Donc, on va questionner aussi qu'est-ce que le système familial essaie de dire, mais n'arrive pas à exprimer autrement que comme ça. Et déjà, ça, c'est vraiment des questions pépites, hein, parce que ça permet vraiment d'aller au-delà de ce qui est perçu, de ce qui est vu, sans chercher justement à cloisonner, à regarder juste le problème, le symptôme, sans essayer de regarder de manière plus globale ce que ça pourrait révéler derrière. Le deuxième point, ça va être de ralentir les réactions automatiques. Donc on a vu juste, avant, dans la partie précédente, l'idée que, il y a des interactions comme ça qui sont répétitives, des boucles interactionnelles où finalement, c'est tout le temps le même conflit qui revient, la même manière de répondre à l'autre et donc du coup, l'autre réagit toujours de la même façon et on est pris comme ça au piège dans des pardon, dans des cycles de relations desquels on n'arrive pas forcément à sortir, mais déjà en prendre conscience, c'est le premier pas vers le fait d'en sortir. Et donc essayer de passer de ce mode automatique réactionnel à un mode conscient action, quelque chose qu'on décide, qu'on choisit consciemment de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire. Et donc en période de crise, justement, quand on a tendance à réagir trop vite, l'approche systémique, elle va venir inviter ce ralentissement. Pour vous faire une proposition concrète, par exemple, en vous donnant toujours un exemple, on va, avant de répondre, observer ce qui se répète. Vous savez, ces petites choses, des fois, on a ce sentiment-là. Puis même, on le dit, hein, ah, de toute façon, avec toi, c'est toujours pareil. Bah oui, parce qu'il y a quelque chose qui se réenclenche à chaque fois de la même manière. Avec toi, c'est toujours pareil, mais oui, mais toi, en tant que la personne qui est en train de dire avec toi, c'est toujours pareil, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi que tu fais de toujours pareil et que tu n'as pas changé depuis un bout de temps et qui fait problématique dans l'interaction avec l'autre et dans le dialogue? Donc déjà s'observer soi-même, observer la relation, la dynamique, observer l'autre, observer ses émotions, observer dans quel contexte ça arrive aussi. Et enfin, identifier sa propre position dans la boucle. Donc en observant, nécessairement, on va pouvoir justement regarder quelle est la position que l'on a dans cette boucle interactionnelle. Et on va pouvoir se demander par exemple, qu'est-ce que je renforce en agissant ainsi?
Je vais donner quand même un petit exemple. Justement, dans ces boucles qui se renforcent, c'est par exemple quelqu'un qui nous dirait bah, de toute façon, tu m'écoutes jamais. Et plutôt que de se dire, bon, bah, comment je vais pouvoir écouter vraiment pour une fois ou différemment parce qu'a priori la personne ne se sent pas écoutée, eh bien, je vais toujours réenclencher la même boucle et dire, ah, bah, comment ça, je t'écoute jamais? Bien sûr que je t'écoute. Et vous voyez qu'au final, on est juste en train de montrer à ce moment-là que on n'est pas en train d'écouter l'autre. Alors que si, par exemple, alors encore une fois, c'est un exemple, il y aurait mille façons de vous donner des exemples, mais je choisis toujours un petit exemple pour vous montrer comment ça peut arriver. Et ben de se poser vraiment sincèrement et se dire: «OK, ouais, t'as raison, peut-être que j'entends. Là, tu t'es pas senti écouté. Bah, écoute, là, je t'écoute et je me rends disponible pour t'écouter». Alors c'est peut-être un chemin à faire, hein, là, hein, ce que je suis en train de vous dire, hein. C'est pas forcément quelque chose qui va arriver comme ça d'un claquement de doigts, mais en tout cas dans l'intention ou même peut-être dire à l'autre: «Écoute, j'ai entendu ton besoin de te sentir écouté. On va prendre un moment, ça c'est aussi un autre conseil très important que je vous donne là, prendre des rendez-vous comme si vous preniez un rendez-vous chez le médecin où vous allez parler de quelque chose, vous allez prendre un espace vraiment, parce que vous êtes déjà en train de vous préparer psychologiquement à ce que cette conversation arrive. Et donc, ça peut être par exemple, dans l'exemple que je vous donne là, on va prendre un moment pour discuter, pour que tu puisses vraiment te sentir écouté, où je me sens pas accaparée par le travail, par autre chose, par les enfants. Là, vraiment, je vais prendre ce temps pour t'écouter. Et, euh, et voilà, amener du changement finalement dans la réponse. Et être cet acteur de sa vie, de ses choix et changer du coup. Et vous verrez que quand on décide sciemment de faire différemment, et ben ça fait changer toute l'interaction avec l'autre. Parfois, on est même émerveillé, hein, c'est peut-être un peu fort comme mot et encore, par la puissance qu'on a justement de changer. Un petit levier de changement peut vraiment faire des rebonds très positifs sur tout ce qui va se passer autour de soi. Donc, parfois, ne pas faire comme d'habitude suffit à créer une fissure dans le problème et déjà dire, bon, bah, le problème, il va plus se manifester de la même manière. Ou même parfois, ça peut suffire à régler le problème. Simplement, juste en changeant une boucle interactionnelle, où la personne va se sentir plus entendue, plus comprise, où il y a plus d'empathie à son égard, et tout va changer même dans toutes les dynamiques interactionnelles qu'il peut y avoir par exemple au sein du couple, si on prenait l'exemple que c'était un couple. Ensuite, en troisième point, introduire un changement mais minuscule. Donc ça fait finalement la jonction avec ce que je viens de vous dire là. Donc en thérapie systémique, on ne cherche pas le grand changement, on cherche le plus petit changement possible, mais qui va faire la différence. Donc par exemple, changer le moment d'une discussion conflictuelle, parce que souvent, ce qui advient aussi, c'est que on attend par exemple le soir, après le travail de chacun pour avoir une discussion un peu compliquée qui amène souvent des tensions. C'est pas le bon moment parce que l'un et l'autre, bah, sont pas disposés à vraiment discuter et à être disponibles pour recevoir la parole de l'autre. Donc, changer ce moment-là, ça peut être pertinent. Modifier la façon de poser une règle. Je pense notamment aux parents, souvent qui rencontrent des difficultés avec leur enfant parce qu'il y a de la résistance à l'autorité du parent. Parfois, c'est simplement dans la posture, dans le ton, dans l'émotion dégagée par le parent aussi au moment où il dit et il demande ce qu'il demande à son enfant, où la règle est posée. Ça peut faire vraiment toute la différence. Il y a aussi le fait de redonner une place claire à chacun, parce que parfois dans certaines familles, c'est pas clair. C'est un petit peu ce qu'on appelle des interactions, des relations enchevêtrées en thérapie systémique, c'est-à-dire que on ne sait pas trop qui est qui. Ou en tout cas, il y a une façon, une organisation dans la famille qui fait que tout le monde s'occupe un peu des affaires de tout le monde. L'intimité, c'est un peu compliqué et ça peut, justement créer un problème, à ce niveau-là. Le fait de dire moins aussi, mais le dire différemment. Parfois, chercher plus la qualité à la quantité, ça peut être aussi, intéressant. Et on verra que du coup, un système ne change jamais sous la contrainte, mais souvent par un déplacement subtil.
et aussi par un engagement effectivement de la famille à ce qu'il y ait une évolution. Et c'est pour ça que d'avoir la démarche en thérapie, de venir en famille, c'est vraiment quelque chose de très courageux déjà, je souhaite le souligner, et de très puissant parce qu'il y a vraiment cette dynamique, cette volonté collective d'aller ensemble, donc de faire famille face à ce problème. Et donc du coup, on voit plus finalement le problème comme quelque chose euh, qui divise, mais quelque chose qui va pouvoir rassembler la famille autour de nouvelles valeurs, autour de nouvelles règles, autour de nouveaux projets. Et ça aussi, c'est quelque chose que moi je trouve très beau. Je voulais vous le partager. Ensuite, en quatrième et dernier point de cette partie, il y a aussi cette idée de recréer l'alliance. C'est-à-dire que dans une crise familiale, souvent, il y a le sentiment justement d'être en lien, de faire famille, de faire équipe qui est abîmé pour plein de raisons, parce que justement les conflits à répétition, bah, ça abîme le lien. Et donc il va être essentiel de restaurer l'idée que nous avons un problème, donc cette idée du nous ne sommes pas le problème. Donc différencier, et ça fait tout à fait le lien avec ce que je viens de vous dire là aussi, d'extraire le problème en allant regarder ce qu'il signifie bien évidemment et le sens qu'il a pour avancer en fait. Et donc parler justement en utilisant le nous, même quand c'est fragile, c'est déjà un acte thérapeutique. Parce qu'une famille, c'est effectivement un ensemble d'individus qui choisissent ou non d'ailleurs de faire famille. Des fois c'est difficile, hein. Il y a vraiment cette idée euh, voilà, on ne choisit pas sa famille. Et ça peut être vécu parfois comme violent, comme contraignant et comme destructeur, mais l'idée d'aller questionner tout ça et d'aller faire avec beaucoup d'amour et beaucoup d'empathie, c'est déjà un acte thérapeutique en soi. Ensuite, en quatrième et dernière partie, en tout cas juste après, il y aura la conclusion. Eh bien, c'est quand est-ce qu'on se fait accompagner dans tout ça? Ben, finalement, certaines crises, elles dépassent les ressources internes de la famille. Et c'est vraiment, encore une fois, pas à voir comme un échec, mais comme une porte comme ça qui va s'ouvrir vers une possible reconstruction de la famille. Et pour ça, aller voir justement un thérapeute d'approche systémique. C'est vraiment, ça peut vraiment être pertinent parce qu'il y a vraiment cette approche de ne pas chercher à juger, mais de regarder et de rendre visibles les interactions au sein de la famille, de remettre aussi du mouvement, du dialogue, là où tout est figé, et d'aider la famille à retrouver sa capacité d'adaptation. Et donc, finalement, se faire accompagner, c'est parfois un geste qui va permettre de renouer, de refaire famille. euh, et c'est quelque chose qui peut être très salvateur pour tous, je pense. Euh, voilà. Pour conclure, une crise familiale n'est pas la fin de quelque chose, c'est souvent le début d'une transformation nécessaire. Et donc l'approche systémique nous rappelle deux choses essentielles. Personne ne porte la crise seul. S'il y a vraiment quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Et personne n'a à la résoudre seul non plus. Et donc si cette vidéo vous a plu, déjà je vous invite à vous abonner. Et vous avez aussi la possibilité de commenter si vous le souhaitez et de prendre un rendez-vous avec moi pour faire le bilan relationnel de votre famille. Vous pouvez prendre ce rendez-vous en famille, en couple ou seul. Et on viendra regarder un petit peu plus en détail la problématique que vous rencontrez. Et enfin, si vous avez aussi envie justement de laisser un commentaire en me faisant part de la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui et de la crise familiale que vous traversez ou peut-être celle que vous avez traversée par le passé et donner aussi les outils et les choses que vous avez décidé de mettre en œuvre pour traverser cette crise, ça pourra aider d'autres personnes qui liront les commentaires après vous. Je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.